J'ai le plaisir d'accueillir professeur Linda Powell, qui nous vient de l'Université Rush de Chicago. Elle est l'une des chercheuses les plus connues en sciences comportementales. Elle présente deux qualités. D'abord, elle est très connue, mais elle aime aussi la France. Elle aime le vin aussi, je crois. Elle apprécie le vin français. Elle parle français, mais elle ne va pas oser, alors que moi, j'ose parler anglais, alors que, bref, elle parle mieux que moi. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai honneur de vous accueillir. Vous savez que les sciences comportementales et les INM sont une problématique universelle et il nous faut changer tous les aspects de la recherche afin d'être plus efficaces. Donc, c'est un vrai honneur de vous accueillir, Linda. Je vous en prie. Merci beaucoup. Désolé, c'est tout le français. Je peux parler. So I switched to English. Je suis ravie de pouvoir vous présenter les travaux que nous menons dans notre essai multicycle ELM et je voudrais vous dire que nous essayons de régler 4 problèmes. Le premier problème, c'est que le syndrome métabolique, qui signifie que vous présentez au moins 3 sur 5 facteurs cardio-métaboliques, eh bien, ce syndrome métabolique est en réelle progression. Lorsque nous avons commencé cet essai, eh bien, le syndrome métabolique concernait un quart de la population américaine. Lorsque nous avons commencé à recruter des personnes, eh bien, le syndrome métabolique touchait un tiers de la population américaine. Et les statistiques les plus récentes indiquent que ce syndrome touche actuellement 43% de la population américaine. J'ai essayé de trouver des chiffres pour la France, mais je n'ai pas trouvé de statistiques récentes. Là, vous avez des éléments de 2006-2007, vous étiez à 21% de prévalence du syndrome métabolique. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un vrai problème. Alors, ce n'est pas un problème qui est lié à l'origine sociale ou à un groupe en particulier, mais ce n'est pas le cas ici. C'est un problème qui est aussi présent chez les femmes que chez les hommes, dans la population blanche, noire, latino. Et la raison pour laquelle je vous dis qu'il y a une vraie propagation de cette épidémie, c'est que généralement, eh bien, il y a des personnes qui ne sont pas touchées par ce type de maladie chronique. En principe, ce sont les jeunes adultes. Et donc, on se dit, bon, la population est vieillissante. Et bien sûr, le vieillissement, c'est un facteur de risque pour le syndrome métabolique. Ça, c'est vrai. Effectivement, on observe dans la population vieillissante une augmentation du syndrome métabolique, mais on voit qu'en 1988, parmi les jeunes adultes, la prévalence était de 10%, aujourd'hui c'est 25%. Il y a une augmentation de la prévalence dans les universités, dans la population asiatique. Donc vous voyez, il y a une vraie propagation de cette difficulté. Alors le problème, c'est que nous ne traitons pas les causes fondamentales, la cause profonde. Le syndrome métabolique, ça commence par des personnes qui ont un développement de graisse abdominale et puis ensuite, vous avez une élévation des risques cardio-métaboliques, une hypertension artérielle, taux de triglycérides élevés, faible taux de cholestérol HDL, hyperglycémie. Et lorsque vous avez 3 de ces facteurs, eh bien, ça signifie que vous avez un risque accru de diabète, d'insuffisance cardiaque, de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers. Lorsque nous avons démarré nos travaux, nous nous sommes dit, bon, ben, voilà un facteur de risque important pour des maladies chroniques. Mais ce que nous avons découvert pendant la pandémie de Covid, c'est que l'un des grands risques d'infection, également de mortalité du Covid, c'était le syndrome métabolique.
Donc le problème, c'est que ça démarre ici, avec le mode de vie. Vous avez un déséquilibre énergétique, vous mangez trop d'aliments qui ne sont pas de bonne qualité, alors que vous avez un mode de vie sédentaire. Et puis, par ailleurs, vous subissez un stress chronique. Ça, c'est un facteur de risque indépendant pour le syndrome métabolique. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces risques? Eh bien, rien. Tout ce qu'on fait, c'est que l'on attend que les personnes rencontrent cette difficulté et le syndrome métabolique et ensuite, on agit. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui pensent qu'il faut vraiment agir sur le mode de vie. Alors, que faisons-nous par rapport au mode de vie? Eh bien, nous faisons effectivement des interventions par rapport à cela, mais alors il y a par exemple le programme de prévention du diabète. Là, vous avez le programme sur le mode de vie. Vous avez cela en violet et puis vous avez le médicament en rouge et puis le placebo en bleu. Vous voyez qu'il y a une grande modification, perte de poids au bout d'un an. Et donc, si on arrête notre étude au bout d'un an, eh bien, on se dit, eh bien, ça fonctionne très bien. Mais si on suit les personnes pendant plus longtemps, eh bien, on se rend compte que peu à peu, les personnes retrouvent leur poids de départ. Et nous avons beaucoup de questions de la part des économistes de la santé qui nous demandent pourquoi c'est important. Si nous avons uniquement un effet à court terme, à quoi ça sert puisque ça ne va pas servir à la cause de la santé publique si les personnes reviennent à leur poids idéal. C'est ce que j'appelle le problème du checkmark. On tique simplement la case. Problème numéro 4, nous nous rendons compte que les stratégies que nous utilisons pour changer le comportement se concentrent sur la manière dont on amorce le changement, c'est-à-dire comment est-ce que vous amenez les personnes à changer de comportement. Mais il y a un ensemble de stratégies différentes pour que les efforts et les changements soient maintenus sur le long terme. Que peut-on observer? Vous avez le statu quo actuel, ce sont les stratégies pour amorcer le changement. Eh bien, cela vient de la fonction exécutive du cortex frontal. Vous aurez probablement entendu parler de ces stratégies. On les appelle les stratégies d'autogestion. C'est l'auto-suivi, la résolution de problèmes, le fait de se fixer des objectifs. Tout ça vient du cortex frontal. Et quel est le problème avec ces stratégies cérébrales-là? C'est qu'avec le temps, sur le temps, les personnes se fatiguent, n'ont plus envie d'utiliser ces stratégies du cortex frontal. Et en présence de stress, de fatigue, d'émotions, eh bien, les personnes vont retomber dans leurs bonnes vieilles habitudes. Et donc, notre problème ici, c'est que l'action, c'est sur le court terme. Et Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et c'est un petit peu là que nous sommes aujourd'hui. Nous continuons à utiliser la fonction exécutive du cortex frontal avec toujours la même issue. On revient aux vieilles habitudes. Alors, quelle est la solution? Eh bien, nous travaillons beaucoup avec les neurosciences, la recherche en neurosciences, et nous nous rendons compte que si les personnes se mettent en place des habitudes, eh bien, à ce moment-là, ça n'est plus lié au cortex frontal. Non, à ce moment-là, on passe au striatum dorsal, qui est le centre des habitudes automatisées. Donc, la question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'amorcerait pas le changement avec les stratégies que l'on connaît bien, mais ajouter à cela des stratégies qui permettront de maintenir le changement, des stratégies qui vont toucher le striatum dorsal, le corps strié, qui va donc petit à petit nous amener à une action durable, à une habitude qui devient automatique, à une répétition. Et ça va nous permettre d'agir sur le maintien d'une habitude. Et c'est ça l'esprit de notre traitement ELM.
les composantes du traitement Helms, c'est qu'il soit durable. Nous souhaitons qu'il y ait une rémission du syndrome métabolique et qui dure dans le temps. En préparant cet exposé, j'ai été fascinée de lire la littérature des INM et j'étais ravie de constater que le modèle INM se fonde vraiment sur l'esprit et le corps et pas uniquement le corps et ce que vous mangez, mais également l'aspect psychosocial. Et notre traitement, ELM, est justement lié à une interaction entre le corps et l'esprit. Donc, il y a une synergie avec les INM. Alors, je me tourne maintenant sur ce qui a été écrit concernant les habitudes. Comment crée-t-on des habitudes automatiques? Alors, c'est quelque chose que je fais tous les jours simplement. Et comment faire en sorte que des personnes présentant un syndrome métabolique, qui ont des habitudes bien ancrées, anciennes, une vie sédentaire, mauvaise alimentation, comment les amener à avoir de nouvelles habitudes automatiques? Et donc, c'est là qu'il faut lire ce qui est écrit sur les principes pour créer des habitudes. Il y a 3 choses simples à faire. D'abord, il faut simplifier les objectifs de l'intervention, parce que le principe est que plus l'habitude est simple, plus il est facile de l'automatiser. Donc, nous avons traduit les objectifs en 4 habitudes. D'abord, il y a ce que nous appelons l'assiette parfaite, c'est-à-dire préférer que l'assiette soit pour moitié pleine de légumes lors des repas. Deuxième, bouger, faire une marche rapide tous les jours. Puis ensuite, être attentif et puis faire une pause avant de réagir. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de voir quels sont les comportements qui sont les plus liés aux anomalies métaboliques. Et nous avons vu que les 2 composantes de la pleine conscience qui sont les plus liées aux anomalies métaboliques, ce sont la gestion des émotions et l'attention aux sensations. Deuxième chose que nous savons sur les habitudes automatiques, c'est qu'elles sont suscitées par des signaux. Et dans notre stratégie, vous vous concentrez d'habitude sur le résultat. Par contre, dans les habitudes automatiques, eh bien, ce sont des signaux qui engendrent une habitude. Comment faire en sorte que notre intervention devienne un signal qui engendre une habitude? Parce que notre intervention, c'est un processus. Nous intégrons des personnes, nous les réunissons, ces personnes, nous allons marcher avec elles, nous préparons des légumes ensemble et puis nous nous asseyons, nous mangeons ensemble et nous discutons. Donc là, vous voyez, ce sont des expériences au quotidien qui nous donnent l'occasion d'automatiser des habitudes. Et puis ensuite, il y a la question, le troisième élément, de la répétition. Pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique, il faut la répéter encore, encore et encore. Et donc, nous avons constaté que si nous faisons cela, nous invitons les personnes à venir en petits groupes une fois par semaine, et puis pendant tout le reste du temps où ces personnes sont chez elles, dans leur environnement habituel, on les incite à créer cette habitude. Et on s'est rendu compte que si c'est nous qui les incitons à faire quelque chose, ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Par contre, si ce sont eux qui se disent les uns des autres, il faut faire cette habitude. Alors chacun reçoit un bracelet connecté, une montre connectée Fitbit avec l'application et puis reçoit des messages tous les jours. Voilà un exemple. Un participant a pris une photo du lever du soleil et a envoyé au groupe: quelle belle matinée, ça sent l'automne. Donc, vous voyez, ils communiquent entre eux, ils s'encouragent mutuellement au sein du groupe afin de poursuivre. Et ça, c'est ce qui se passe entre les rencontres. Alors, l'essai que
je vous décris aujourd'hui est vraiment issu d'une longue histoire de développement de traitement. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous suivons le modèle Orbit. Et j'ai essayé de trouver le lien entre le modèle Orbit et le modèle INM. Ici, c'est probablement au niveau de l'étude prototypique. Mais en tout cas, le modèle Orbit parle d'un développement de traitement précoce. Et ce n'est pas prescriptif. Ce que nous essayons de dire aux personnes, c'est de voir où elles se situent dans le modèle Orbit, parce que une fois qu'on se situe, le type de questions que l'on pose et les méthodes que vous utilisez pour y répondre, ça devient plus facile. On essaie d'éviter que tout le monde réponde à toutes les questions dans une grande étude, parce que généralement, ces grandes études ne fonctionnent pas très bien parce qu'il y a trop de questions, il y a trop de domaines en concurrence. Donc, en tout cas, nous avons mis au point le traitement ELM avec le modèle Orbit en tête. Une partie du modèle Orbit, c'est le design. Et donc, il y a quelques années, j'ai réuni quelques personnes, des chercheurs, des cliniciens, des experts en comportement, et je leur ai dit, moi, ça me fatigue de promouvoir des changements qui ne durent pas, qui ne sont pas durables. Donc, comment arriver à un changement durable? Et pendant un an, nous en avons parlé, nous avons proposé une intervention. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment essentielles, mais ce qui était important dans cette étude qualitative, c'était de cibler les émotions, parce qu'à l'époque, tout le monde se concentrait sur le régime alimentaire et l'activité physique. Et nous avons dit, mais il faut se concentrer aussi sur la régulation des émotions parce que personne ne s'en occupe. Et puis, autre élément, nous nous sommes dit, nos patients, ça ne les intéresse pas de savoir qu'ils risquent d'avoir un diabète, de développer un diabète plus tard ou une maladie cardiaque plus tard. Non, ils veulent vraiment se concentrer sur les effets immédiats. Donc, nous en avons beaucoup parlé. Alors, évidemment, c'est un petit peu réducteur ce que je vous présente aujourd'hui là, mais en tout cas, tout ça nous a permis de créer un paquet d'interventions. En revanche, on ne savait pas si ça allait fournir une véritable solution sur le long cours. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec 26 individus sur une démonstration de faisabilité. Notre objectif, c'était d'atteindre 50% de rémission du syndrome métabolique. Et après 2 ans et demi, pourquoi est-ce qu'on a utilisé déjà 50% comme chiffre, comme objectif? Eh bien, ça c'est en réalité l'adhésion thérapeutique. Donc sur 2 ans et demi, ce qu'on a pu voir, c'est que on a eu une phase intensive et la rémission a été concluante sans médicamentation après 2 ans et demi. Maintenant, est-ce que l'on peut optimiser encore plus notre approche? C'est la raison pour laquelle on est parti sur une autre étape et on a travaillé avec le groupe expérimental ELM. Vous avez tous un syndrome métabolique. Et on leur a dit, on ne sait pas ce qui va fonctionner, pour autant on a envie de tester plusieurs choses. Donc vous serez nos cobayes en somme. Est-ce que vous êtes OK? Certaines personnes ont dit oui, avec plaisir. Donc pendant 6 mois, nous avons travaillé avec ce groupe et nous avons testé plusieurs choses. Et ces expérimentations nous ont appris beaucoup de choses. Dans un premier temps, la pleine conscience joue un rôle non négligeable. Bien sûr, lorsqu'on a un syndrome métabolique, on a tendance à manger très vite. C'est vrai que les gens mangent très très vite. On engloutit tout. Et grâce à notre expérimentation, grâce à la pleine conscience, les individus ont davantage appris à apprécier l'instant T, manger moins vite donc. Par ailleurs, sachez que tout le monde était équipé d'une montre connectée
d'une Fitbit. Et sur les montres connectées Fitbit, vous avez vos amis. Et si vous fournissez vos numéros de téléphone au groupe, eh bien, tout le monde reçoit le nombre de pas que vous faites par jour. Donc, ça nous a fourni une chance ici. Alors ça, ce n'est pas nous qui l'avions décidé. En revanche, ce sont les participants qui ont proposé cette option. Vous avez également une autre fonctionnalité. Vous pouvez vraiment applaudir les efforts des membres du groupe. Vous pouvez, à l'inverse, leur dire « Attention, ici, ce que tu fais, ce n'est pas très bien ». Donc, forcément, nous, on n'aurait pas pensé à ça. Nous, en tant que scientifiques, si on leur avait dit non, tu n'aurais pas dû faire ça, ce serait rentré par une oreille, ce serait sorti par une autre oreille. En revanche, si ça vient de la communauté, ça reste plus impactant. Nous avons travaillé également sur une approche multisite. Nous avons indiqué que oui, l'intervention était faisable à Chicago, mais nous avons mis en place un projet pilote de faisabilité à l'Université de Colorado. Et en fait, ils s'en sont mieux sortis que nous. Ils ont enregistré davantage de pertes de poids que nous. Donc, ça nous a vraiment encouragés. On s'est dit, bon, bah, ça fonctionne. Nous pouvons le faire. D'autres le font d'ailleurs mieux que nous. Donc, ça nous a permis de mettre sur pied l'essai clinique que je vais vous présenter maintenant. C'est un projet de 6 ans et demi, un projet multisite. Nous sommes à la moitié de ce projet. Vous avez 5 sites, l'Université de Colorado, du Colorado à l'ouest, Missouri, au centre, Chicago, dans un centre urbain très dense. Vous avez Rochester, New York, dans le nord, nord-est. Et puis, nous avons le site en Pennsylvanie, un site très rural. Et parfois, les participants à l'essai devaient conduire jusqu'à 2h30 pour se rendre sur le lieu de l'intervention. Maintenant, quel est l'objectif de cet essai? La durabilité. On veut s'assurer que les participants enregistrent une rémission totale au moins pendant 2 ans. Alors malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore en train d'analyser les données. Je ne pourrai pas vous fournir davantage de résultats sur davantage d'informations sur les résultats. En revanche, nous sommes à la fin ici de la période d'intensité maximale. Donc on va pouvoir entrer dans la deuxième phase. Maintenant, j'aimerais revenir sur les principes, sur la méthodologie que nous suivons dans le cadre de cet essai multisite. Et l'un de ces principes, c'est le développement d'une voie hypothétique qui va pouvoir guider l'interprétation des résultats. Nous avons donc cette voie hypothétique à l'écran. C'est vrai que dès le départ, cette voie était très grande et à mesure que l'on a mis sur pied nos expérimentations, on a pu réduire cette voie. Vous avez 3 composants, 4 habitudes. Nous avons des objectifs de déploiement et de mise en œuvre. Est-ce que les participants vont bel et bien se promener pendant 30 minutes? Ça, c'est un exemple de déploiement. Nous avons le médiateur. S'agit-il d'un comportement automatique? Il existe également un indice d'autogestion. L'objectif, c'est de vraiment comprendre s'il s'agit d'une habitude automatique. Qu'est-ce qu'on veut dire par automatique? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites sans réfléchir, par exemple? Et puis ici, vous avez les facteurs de risque comportementaux, les objectifs. Ce sont des objectifs que l'on mesure avec des mesures comportementales standardisées qui sont toutes liées, bien sûr, au syndrome métabolique. Et si on arrive à enregistrer un changement dans ces facteurs de risque comportement, eh bien, notre hypothèse, c'est qu'il y a une rémission du syndrome métabolique. Donc, c'est une approche, une méthode dont on n'a pas beaucoup parlé. Pour autant, nous avons publié un ouvrage ici en haut à droite que vous voyez à l'écran. Et vous avez un chapitre dédié à la voie hypothétique. Pourquoi?
Eh bien, parce que nous souhaitons interpréter les résultats de nos études de la manière la plus correcte et la plus précise qui existe. Alors oui, on a identifié des avantages, des bénéfices sur le syndrome métabolique. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a réussi à cibler un processus dédié et que nous avons enregistré un bénéfice, ou peut-être que finalement rien n'a changé avec ces efforts, mais quelle est la raison d'ailleurs derrière cette modification? Donc l'objectif, c'est de comprendre d'où proviennent ces résultats positifs. Qu'en est-il d'un éventuel essai peu concluant? Est-ce que c'est l'hypothèse qui ne va pas? Est-ce que ce sont des choses qui ne fonctionnent pas dans le cas de la rémission? Est-ce que c'est l'intervention qui n'a pas été concluante? Dans 80% des essais que nous faisons, les essais ne sont pas concluants parce que nous ne pouvons pas mettre sur pied des interventions qui fonctionnent. Donc le fait d'avoir une voie hypothétique nous a permis d'identifier s'il s'agissait d'un échec de l'hypothèse ou d'un échec de l'intervention. S'agit-il éventuellement de la conception de l'essai? Nous là, avec cette conception, on a eu 2 groupes sur plusieurs mois. Ce qui est important de souligner ici, c'est que vous avez un comparateur. Il s'agit d'un programme autodirigé. Le traitement a également un nom neutre, le programme basé sur le groupe. On ne leur donne pas de nom spécifique. Les participants, toutes les personnes qui travaillent sur le projet n'utilisent pas de nom spécifique pour ces 2 groupes de travail. Comme je vous le disais, tous les participants sont équipés d'une montre connectée, d'une Fitbit, et ils reçoivent des informations. Le groupe de gauche reçoit des newsletters et le groupe de droite reçoit des informations en direct dans le cadre des interventions. Cette diapositive est également importante et j'aimerais insister sur ce point. Aujourd'hui, bien sûr, je n'ai pas envie uniquement de vous parler de notre programme ELM, j'ai envie d'insister sur la méthode. Alors, nous, on parle, c'est vrai, de programme ELM, mais j'aurais peut-être dû utiliser le terme INM, intervention non médicamenteuse. Pour autant, je n'ai pas envie de changer le nom de notre programme parce que INM ou intervention non médicamenteuse, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc, on va rester avec programme ELM. Donc, nous avons étudié plus de 14 000 participants, plus de 2 000 étaient éligibles, donc 2 796 d'entre eux étaient éligibles. En revanche, l'objectif, c'était de vraiment comprendre quelle était notre population cible. Alors, comment est-ce qu'on voulait gérer ce syndrome métabolique? Et c'est la question que nous avons demandé aux différents participants. 20% d'entre eux ont dit qu'ils ne voulaient pas de nouveaux médicaments. Ils se sont finalement laissés aller. Ils ont indiqué qu'ils voulaient juste attendre que les choses passent. 40% ont voulu prendre une nouvelle solution médicamenteuse et 40% ont voulu insister sur un changement dans leur vie au quotidien. Donc c'est vrai que les individus qui sont atteints d'un syndrome métabolique sont plus susceptibles d'enregistrer de bons résultats si ces derniers changent de style de vie. Alors, on a commencé à travailler avec ces individus. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Comment est-ce qu'on lance le programme dès le départ? Eh bien, dans un premier temps, nous avons des réunions d'information avec le groupe en tant que tel, leur expliquer les différents groupes. Ils ne peuvent pas choisir, en revanche, le groupe dans lequel ils vont être assignés. Sachez également qu'ils étaient obligés de suivre ces réunions de groupe d'information.
À la suite de ces réunions d'information, il devait porter un accéléromètre. S'il n'arrivait pas à faire un suivi concluant sur plusieurs jours, eh bien, il devait recommencer depuis le début. Pareil pour leur apport alimentaire. On leur a demandé beaucoup d'informations sur leurs habitudes de consommation, savoir comment est-ce qu'ils pouvaient mieux s'alimenter, connaître davantage leurs habitudes d'exercice physique. Avec cette autre diapositive, nous pouvons voir des résultats. Alors bon, malheureusement, la diapositive n'est pas complète, mais normalement, sur la gauche, vous auriez dû avoir un graphique similaire à celui que vous avez à droite, mais c'est un graphique qui montre uniquement les participants qui reviennent, mais les participants qui ont perdu du poids. Et en fait, ce qu'on indiquait, c'est que ces personnes qui ne reviennent pas, en revanche, mettent à mal l'essai en tant que tel, parce qu'on a l'impression finalement que nos interventions sont beaucoup plus concluantes qu'elles ne le sont si ces personnes qui n'ont pas perdu poids ne reviennent pas. Donc l'objectif, c'est d'avoir un programme qui rende véritablement compte de la réalité sur le terrain. Parce que c'est vrai que parfois les participants ne se rendent pas vraiment compte des tenants et des aboutissants d'un programme. Certains ne se rendent pas compte qu'il va falloir revenir à un moment donné pour être à nouveau évalué. Et donc ce qu'on a voulu montrer avec le graphique à droite, c'est que le programme est beaucoup plus concluant quand tous les participants reviennent. On se rend compte que oui, ça fonctionne pour certains participants. Notre méthode est concluante pour certains, elle ne l'est pas forcément pour d'autres. Mais dans tous les cas, on a vraiment besoin que tout le monde revienne. Alors on le conçoit bien sûr, les participants n'ont pas tous envie de revenir, notamment si le programme n'est pas concluant. Donc nous, on est très transparent à ce propos. On leur explique que ça ne va pas forcément fonctionner pour eux. Ah, bah le graphique est apparu. Voilà, on montre à gauche que les participants ne sont pas tous revenus, ou du moins ceux qui sont revenus sont uniquement ceux qui ont perdu du poids. Et à droite, comme je vous l'ai dit, tous les participants sont revenus, même ceux qui n'ont pas perdu de poids. Autre diapositive. Au début de tout type d'essais cliniques, on avait toujours besoin de nous remonter les manches pour convaincre d'éventuels participants. C'est toujours un peu compliqué de convaincre les participants. Alors là, c'est une procédure qui a été développée par Goldberg et Kiernan. On parle ici d'une étude basée sur la rétention. Et ici, il était indiqué que ce qui doit être réalisé, c'est les avantages et les inconvénients d'une participation. On a besoin que les participants comprennent vraiment les tenants et les aboutissants. Donc, il y a tout un pan éducatif et on leur donne l'occasion, en tant que groupe, de remplir une matrice. On liste les pros, les avantages plutôt, et les inconvénients, qu'il s'agisse du programme autodirigé ou du programme basé sur le groupe. Donc après la première session d'information, on les libère, on leur laisse 1 ou 2 journées pour revenir vers nous. Ce n'est pas nous qui les rappelons, ce sont eux qui nous rappellent. L'objectif, c'est que les participants comprennent vraiment ce qu'implique le programme, ce qu'implique ce changement de vie. Par ailleurs, ce qui est important également dans les essais cliniques d'un point de vue méthodologique, c'est la préférence en termes d'approche. Alors, on a bien sûr le principe d'équivalence. Nous, ici, on n'a pas d'essais cliniques à simple aveugle. Donc, c'est vrai que l'objectif ici est différent. C'est vrai que nous, on ne va pas voir les participants en leur disant « Bon, moi, j'espère que tu vas finir dans ce groupe-là parce que c'est vraiment ce groupe-là qui va recevoir les bonnes informations, etc. » Ça ne fonctionne pas dans notre cas. Et ceci peut avoir vraiment des répercussions négatives sur la participation et ça peut avoir des répercussions également sur les taux de participation.
vous avez plus de chances, malheureusement, que les participants abandonnent les essais. Et donc, nous avons fait les choses vraiment différemment ici. Dans notre ouvrage que vous avez à l'écran, nous avons un chapitre dédié à cette approche. Nous avons déployé vraiment des efforts pour que ce principe d'équivalence soit vraiment connu par tous les participants et par toutes les participantes. Nous n'avons pas eu également de rapport intermédiaire. On n'a pas de données intermédiaires parce que le recueil des données vient d'être terminé, mais nous n'avons pas tout analysé à l'heure actuelle. Ce qui était important également, c'était d'avoir des chercheurs qui étaient totalement alignés avec notre approche, des chercheurs qui étaient passionnés par la question, mais pas forcément par la réponse qu'on allait recevoir. Les résultats, maintenant, vous avez le diagramme à l'écran. Comme je vous l'ai dit, on a étudié le cas de plus de 14 000 participants. Nous avons également étudier les dossiers électroniques des patients et nous avons des informations également sur les éventuels participants qui ne sont plus présentés à l'occasion des différentes interventions. Alors, maintenant, regardons les caractéristiques de référence. L'âge moyen, 55 ans. 24% sont des hommes. 41% qui n'ont pas reçu de formation supérieure. Ce qui a été également étudié, ça a été le tour de taille. Et l'autre facteur qui était vraiment important également, c'était la tension artérielle. Ici, vous voyez les résultats principaux à 6 mois. Nous avons une différence statistique considérable entre les deux groupes, le groupe contrôle et le groupe traitement. Nous avons essayé d'atteindre 40%, mais nous n'avons pas atteint 40% pour le groupe traitement. Nous sommes arrivés à près de 30%, savoir 29%, ce qui est semblable à d'autres essais qui avaient été réalisés sur les interventions pour le syndrome métabolique, mais aucun de ces 3 essais ne s'était penché sur la durabilité. On regardait vraiment la rémission du syndrome métabolique pendant l'intervention et pas sur le long terme. Et autre élément important, c'est que nous avons vu un avantage pour notre groupe contrôle. Vous vous souvenez, ils ont eu une montre connectée, Fitbit, ils ont eu une newsletter et en fait, on s'attendait à ce que leur émission soit de 15%, mais ils sont là, ils sont à 21%. Donc, on se rend compte que ce sont des personnes qui sont très motivées, qui ont voulu chanter leur mode de vie et elles ont eu besoin de moins d'interventions que ce que l'on aurait pensé, puisque là, ce sont les 40% de personnes qui sont vraiment intéressées par des changements de mode de vie. Maintenant, je vais vous parler des objectifs comportementaux. Et là, c'est la mesure du caractère automatique de l'habitude. C'est-à-dire, nous allons voir si l'habitude s'est vraiment inscrite dans la vie quotidienne automatiquement, c'est-à-dire des choses que l'on fait sans y réfléchir. Et puis à droite, vous avez le facteur de risque comportemental. Est-ce que ça présente un avantage lorsqu'une mesure standard de comportement de santé liée au syndrome métabolique a évolué? Alors là, vous voyez par exemple les légumes lors des repas. Eh bien, on se rend compte que les personnes du groupe sous traitement, ils mangeaient davantage de légumes. Et là, vous avez l'activité physique, la mesure sur l'activité physique, à savoir faire une marche rapide et en faire une habitude automatique. Et là, vous voyez, on va de 1, 2 à 3.
Et l'objectif, la mission, c'est de se rapprocher de 5 autant que possible. Là, on est à 3,41. Ça veut dire que les personnes, dans une certaine mesure, sont d'accord pour dire que cela fait partie de leurs habitudes quotidiennes. Et puis ensuite, on mesure les choses avec un accéléromètre. On voit le nombre d'activités, de minutes d'activité physique modérée par semaine. Le nombre de pas également quotidien, c'est probablement l'un des résultats principaux d'ELM. Et puis pour ce qui est de la prise de conscience des sensations, et quelque chose qui n'est pas terrible qui s'est produit là. On a l'impression, et là on est en train de parler de la prise de conscience des sensations. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous demandons aux personnes de marquer une pause et de penser à l'odeur de la graisse, au goût du sel, à la couleur, à la texture, à l'odeur de légumes en train de cuire, et ce que ça veut dire d'être dehors et de regarder le paysage qui change avec les saisons. Et là, mauvaise nouvelle, tout le monde, au départ ou dans le suivi, que les personnes aient ou non travaillé sur la pleine conscience, eh bien, il y avait une amélioration chez tous de cette mesure. C'est un petit peu problématique pour l'étude. Mais là, nous mesurons la prise de conscience des sensations en utilisant toujours notre échelle jusqu'à 5 et on regarde notamment la facette de l'observation et l'on voit un grand avantage pour l'observation dans le groupe contrôle. De manière générale, pardon, le groupe traitement. Donc, de manière générale, on a une amélioration pour tous les points pour le groupe traitement. Alors, la pratique de pleine conscience, c'est vraiment de marquer une pause avant de réagir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, les personnes mangent simplement sans y penser. C'est simplement de l'alimentation opportuniste, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est là, on le mange sans réfléchir. Et donc, nous essayons vraiment d'inciter les personnes à marquer une pause lorsque quelque chose se produit avant de décider si elles vont manger cet aliment ou non, au lieu de répondre à la provocation qu'elles viennent de subir, etc. Donc, il n'y a pas eu d'avantage sur le caractère automatique, pas d'avantage sur la facette de la non-réaction consciente. Et je veux dire, ça, c'est difficile parce qu'on a réalisé que c'était compliqué. Nous avons commencé à travailler avec les interventionnistes à ce sujet-là. Ils nous ont dit, on ne sait pas quoi faire. Alors, nous nous sommes dit, essayons nous-mêmes. Alors, tous les chercheurs, alors il y avait deux, plus le chercheur principal. On s'est dit, on va tous essayer et personne n'a réussi à le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut certainement travailler davantage encore là-dessus. Et puis, nous aurions espéré avoir des avantages sur les résultats secondaires et c'est le cas, c'est ce qui est en rouge ici. Vous voyez qu'il y a un avantage statistiquement significatif pour le groupe traitement. Il y a eu un effet sur le tour de taille et puis le poids. Il y a également eu des éléments d'amélioration par rapport aux facteurs cardiométabolique, mais là, je voudrais attirer votre attention sur ceci, c'est l'énergie, la vitalité, le SF36. On voit que dans le groupe traitement, eh bien, les résultats sont meilleurs que dans le groupe contrôle. Et ce que nous voulions prouver aux personnes, c'est que d'avoir un mode de vie sain, ça n'est pas se priver, c'est avoir plus d'énergie, plus de vitalité. C'est quelque chose que l'on constate effectivement dans les chiffres. Et autre élément que je voudrais vous montrer, que nous regardons de près, c'est ce qu'on appelle l'éco-intervention, c'est-à-dire qu'à mi-parcours, dans le suivi, eh bien, le médicament contre l'obésité, GLP-1, est sorti et on s'est dit, oh là là, le groupe contrôle va vouloir prendre ce médicament. Et donc, nous avons évalué tous les 3 mois les éléments de co-intervention que les personnes prenaient parce que ça aurait vraiment pu mettre un terme à notre essai. Et ce que nous avons pu constater,
c'est qu'il y avait plus de co-intervention dans le groupe contrôle comparateur. Ça n'est pas significatif, mais ça devient de plus en plus significatif. Et à mesure que le temps va passer, nous allons voir s'il y a plus de co-intervention dans le groupe contrôle que dans le groupe sous traitement. Et puis, nous avons des sous-groupes préfixés. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce sujet-là, mais on observe peut-être davantage de points positifs chez les hommes que chez les femmes et davantage chez les personnes qui sont en situation de surpoids que chez les personnes obèses. Et puis, dernier point, avant de conclure, je voulais vous parler de notre approche de la mise en œuvre, de l'implémentation. Et je vais revenir au modèle INM où il y a un cercle pour les interventions et puis un autre cercle pour l'implémentation, la mise en œuvre. Il faut regarder ça de près. Ce que nous avons fait, et ce qui devient de plus en plus populaire aux États-Unis, c'est de prévoir la mise en œuvre pendant l'essai. Et au cours des 2 ans et demi passés, nous avons eu des entretiens avec les parties prenantes parce que nous avons essayé de mettre un programme de mode de vie qui soit intégré dans un système de santé. Nous avons pensé aux différents acteurs. Alors moi, vous voyez, je mène des essais, je travaille sur des essais cliniques, je suis chercheuse en sciences comportementales. Je ne sais pas comment ça fonctionne d'en faire une vraie politique de santé. Et lorsqu'on plonge sur la question, on voit qu'il y a de nombreuses personnes impliquées avec beaucoup d'intérêts variés et divers. Alors, nous avons fait des entretiens avec des assureurs, avec des personnes qui financent les soins de santé, des entreprises, des experts en implémentation. Et nous leur avons demandé s'ils l'ont trouvé un avantage à cet essai, qu'est-ce qui vous amènerait à appliquer cela dans la pratique? Et les retours que nous avons eus, c'est qu'ils nous ont dit, alors ça, ce sont les assureurs, surtout. Donc, on se disait que les assureurs allaient s'inquiéter des crises cardiaques, du développement de diabète qui engendre des coûts de santé. Ils nous ont dit non, nous, ça nous est égal, ça, parce que nos clients changent si souvent de système de santé que nous n'investissons pas dans nos clients. Mais ce qui nous inquiète surtout, c'est le coût des médicaments. Est-ce que vous pouvez baisser le coût des médicaments avec vos interventions sur le syndrome métabolique? Et donc, en fait, nous avons adapté notre discours pour pouvoir parler à ces tierces parties qui sont les payeurs. Autre élément qui m'a semblé intéressant, ce sont les responsables des soins de santé, c'est-à-dire ils nous ont demandé est-ce que ça leur plaît aux patients? Et nous avons répondu, mais pourquoi est-ce que c'est important si on voit des résultats en matière de rémission du syndrome métabolique? Est-ce que c'est pas le plus important? Et ils nous ont dit, ah non, 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 pas du tout. Nous, en fait, on est dans un système de santé qui est très concurrentiel. À Chicago, nous sommes en concurrence avec ce que font les autres centres de santé, d'université. Et aujourd'hui, les patients se tournent vers une institution en particulier s'ils trouvent que les interventions sont plus efficaces pour lui. Donc, la satisfaction du patient, c'est ce qui semblait vraiment être important pour ces responsables. Et donc, maintenant, nous en tenons compte, la satisfaction des patients. Et puis, on n'arrêtait pas de nous demander, là d'abord, vous voyez l'aveugle et l'éléphant. Plus on parle à des acteurs, on s'est rendu compte que chacun avait ses propres intérêts et que c'était difficile de prendre une décision. Et en fait, lorsque l'on planifie une implémentation, eh bien, il faut bien comprendre les intérêts de ces différents acteurs. Et ce qui ne cessait de dire, c'était la question d'arriver à déployer ça à grande échelle. Parce que là, nous sommes dans un traitement où les personnes doivent se réunir en petits groupes, en présentiel. Et on nous a dit, je ne sais pas si c'est tenable à grande échelle dans notre système
médicale. Mais à ce moment-là, la pandémie de Covid est arrivée. Et en fait, avec cette pandémie, les uns et les autres sont devenus beaucoup plus ouverts aux téléconsultations. Et donc, nous nous sommes dit, eh bien, écoutez, si on essayait la version à distance, c'est-à-dire que les personnes n'ont plus besoin de venir physiquement, mais que l'on pouvait éventuellement proposer cela à distance. Et en fait, on s'est rendu compte que la participation a augmenté. On a eu une assiduité, une participation de 95%, puisque c'était à distance. On n'avait jamais vu ça en présentiel. Donc, ce que l'on peut en conclure, c'est que le monde a changé et que la pandémie, le COVID, a ouvert la porte à des interventions à distance. Et l'intervention, elle, même si on l'évalue en version présentielle, est tenable si nous l'organisons totalement à distance. Alors, trois autres planches et puis j'aurai terminé. Alors, je vous ai présenté notre méthode et ce que nous avons commencé dans cet essai Helm, en plus du programme de formation, parce que moi, je participe à 2 programmes de formation où nous formons des jeunes pour qu'ils puissent apprendre à mettre au point des traitements et les évaluer en utilisant une méthodologie d'essai clinique. Et il y a des choses que je dis peut-être pas de manière assez directe, mais d'abord, il faut un modèle pour le développement de traitements progressifs. Peu importe le modèle, mais il faut utiliser un modèle parce que ça permet de simplifier les questions que l'on pose. Le traitement Helm se fonde sur les recherches fondamentales en neurosciences, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'uniquement amorcer le changement de comportement et commencer à travailler sur le maintien d'un comportement. Et l'évaluation est guidée par une trajectoire hypothétique et en fait, on a voulu aller plus loin que ce que se faisait jusqu'à présent en évaluant de manière plus systématique les résultats de l'intervention. Et puis, il faut bien sûr avoir une population cible qui soit alignée avec le traitement, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que les personnes comprennent bien les conséquences de savoir ou de penser que votre traitement va fonctionner ou préférer un traitement plutôt qu'un autre. Donc, nous sommes surtout inquiets de cela dans les essais cliniques. Il faut absolument veiller à ce que la randomisation qui est prévue au début de l'essai ne se perde pas au cours de l'exercice, parce que nous avons maintenant une solution. Sinon, la situation sera la suivante, il y aura une confusion. On ne pourra plus comparer les 2 groupes parce que peut-être qu'il y a un groupe qui sera différent de l'autre à cause d'éléments qui ne sont pas prévus dans l'essai clinique. C'est-à-dire que si vous ne protégez pas votre randomisation, eh bien, vous obtenez des résultats qui sème la confusion et l'essai clinique finalement sera non concluant et ça c'est évidemment terrible. Et puis, je voulais vous dire ce que nous savons sur elle. Nous savons que nous avons un problème important, l'augmentation de la prévalence du syndrome métabolique. Le résultat intérimaire, c'est que la rémission n'était pas aussi forte que ce que nous espérions parmi les personnes traitées, puisque l'objectif, c'était 40%. Le groupe contrôle, finalement, a eu de meilleurs résultats que ce que nous attendions, mais il y a tout de même une différence conséquente entre les 2 groupes. Et la question la plus importante, c'est que nous sommes bien placés pour poser la question finale, à savoir est-ce que ce niveau de changement pourra être maintenu dans le temps. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce niveau de changement de 29%, c'est ce que tout le monde atteint. Mais tout le monde atteint cela avec un traitement qui se poursuit. Et nous, ce que nous souhaitons voir, c'est si les effets
positifs vont se poursuivre, vont perdurer après la fin du traitement. Là, simplement, je voulais vous montrer l'équipe qui a travaillé sur cet essai multisite, quelques 100 personnes. Vous voyez, on est à un immense essai avec 10,7 millions de dollars de financement. Et ce groupe a été capable de monter cet essai avec, évidemment, la cause de la pandémie de COVID. Et nous avons minimisé la perte de données. Nous souhaitions éviter la perte de données, le manque de données. Le risque, c'était 20% et nous avons réussi à n'en avoir que 15%. Donc, je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cet essai. Il ne me reste plus qu'à vous remercier également de votre attention. Merci beaucoup, Linda, d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais dire à notre public la chance que ça représente que de pouvoir accueillir Linda ici. C'est l'une des plus grandes chercheuses aux États-Unis. Il y a quelques 30 ans peut-être aux États-Unis, il était impossible de gérer ce type d'essais cliniques pour évaluer des INM. Alors, c'est très simple d'appeler ça les INM plutôt que de dire intervention non médicamenteuse. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que Linda Powell est très célèbre dans ce domaine parce que c'est un vrai combat aux États-Unis, en Europe, en France, ailleurs, de convaincre des chercheurs, mais aussi des bailleurs de fonds, de financer ce type d'études. Et il y a encore 30 ans, c'était absolument impossible que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, je vous remercie. Merci de dire aux jeunes chercheurs ici que c'est possible de concevoir et d'améliorer la qualité et la rigueur d'un essai, d'une étude, pour partager les résultats à l'ensemble de la population, pas uniquement américaine, mais mondiale. Merci beaucoup. Et votre ouvrage est extraordinaire. Bien sûr, je le recommande à toutes et à tous. Y a-t-il des questions? Il s'agit de la phase 3 de notre essai d'efficacité. Ça fait 20 ans que nous travaillons sur ce projet et c'est un objectif que vous pouvez vous fixer si vous commencez de manière humble, commencez petit, c'est ce que nous avons fait, et vous posez une série de questions. Et à mesure que vous trouvez des réponses à vos questions, vous finissez avec quelque chose comme ça. Alors ne soyez pas découragés, ne vous dites pas que c'est impossible à faire. Si, c'est possible, mais il faut commencer petit, pas à pas. Très bien, merci beaucoup. Avons-nous des questions dans la salle? Iveta? Un grand merci, Linda. Dans un premier temps, bravo. Bravo pour votre travail qui est très intéressant. D'ailleurs, c'est drôle parce que nous allons planifier une étude similaire et nous avons fait la même chose. Nous avons identifié les mêmes problèmes pour ces patients qui sont atteints de maladies cardiovasculaires. C'était important pour eux de manger mieux, de bouger davantage. C'est important également pour leur santé mentale. Vous venez d'ailleurs de confirmer que ce que nous voyons dans les résultats et ce que nous voyons sur le terrain. Maintenant, ma question est la suivante. Lorsque vous motivez les individus à opérer des petits changements, à aller faire une petite marche, bon, on n'a pas parlé, c'est vrai qu'il y avait une présentation très intéressante qui a été présentée à l'occasion d'une conférence de l'EFA. À l'occasion de cette présentation, on a vu que tous les petits changements sont bénéfiques. Même si vous commencez à marcher juste 15 minutes par semaine, même pas par jour, ça permet de réduire les risques de maladies chroniques. Donc, je reprends. Ma question est la suivante. Lorsque vous motivez les individus à changer leur comportement, à manger mieux, à bouger plus, est-ce qu'ils ont envie d'aller encore plus loin?
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'inscrivent à la salle de sport? Est-ce qu'ils s'inscrivent à des cours de salsa? Voilà, c'est une question un peu simpliste, mais est-ce que vous avez une sorte d'effet boule de neige? Alors là, ce qu'on a indiqué, c'est oui, 30 minutes de marche, mais ça peut être 30 minutes de n'importe quoi en réalité. Et ça rejoint ce que vous venez de dire. Certains préfèrent nager, d'autres préfèrent faire du vélo. L'objectif, c'est faire de l'exercice 150 minutes par semaine. L'objectif ici, c'est d'avoir une nouvelle habitude sur le long cours. Comment est-ce que l'on peut s'assurer que les individus fassent ça au quotidien ou de manière régulière? Donc, en fait, il faut pouvoir maximiser les bénéfices immédiats. C'est vrai que si les participants se disent « Oh, quelle plaie, il va falloir que j'aille marcher, non, j'ai pas envie », ça va pas être durable sur le long cours. En revanche, si ces participants se rendent bien compte que là, à cet instant T, ils ont l'occasion d'aller se promener, de respirer un peu d'air frais, de voir comment ont poussé les roses du voisin, ça permet de renforcer la création d'une habitude et d'une habitude qui va survivre sur le long cours. Vous savez, nous sommes des professionnels de la santé, on veut améliorer la santé des individus, mais les patients, eux, voient les choses différemment. En fait, oui, ils veulent améliorer leur santé, mais ils veulent se sentir bien à l'instant T. Très bien, merci. Une autre question, Janie? Merci pour votre présentation très intéressante. Plus près, le micro. Il faut que vous parliez plus près dans le micro, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Alors, je reprends. Très bonne intervention. Merci beaucoup. Alors, concernant le syndrome métabolique, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le définir et saisir davantage les facteurs externes, notamment des facteurs liés au sommeil, facteurs de sommeil qui peuvent avoir des répercussions sur notre santé, hein, les personnes qui dorment mal peuvent avoir également des syndromes métaboliques. En fait, nous avons d'autres facteurs externes qui viennent exacerber le syndrome métabolique que l'on ne prend pas en compte aujourd'hui. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait changer ici et adapter. C'est une question ou est-ce que c'est un commentaire? Oui, c'est une question. Elle n'est peut-être pas claire, mais ce que je vous demandais, c'était d'insister peut-être éventuellement sur le fait que nous ne prenons pas nécessairement en compte d'autres facteurs lorsque l'on parle du syndrome métabolique. Et c'est vrai qu'il existe des interventions non médicamenteuses pour pallier certains de ces facteurs externes qui ont des répercussions sur le syndrome métabolique. Alors, vous posez une question sur la population cible, c'est ça? Qui est-ce qu'on doit cibler? Vous savez, par le passé, on ciblait généralement tout le monde. Si vous étiez atteint d'un syndrome métabolique, vous pourriez être ciblé. Cependant, on s'est rendu compte que on ne peut pas avoir une solution pour tout le monde. Le principe de taille unique ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il faut mieux aligner nos traitements aux besoins des patients. Il s'agit d'une évolution dans notre approche. C'était une ancienne approche que nous avions, où on partait du principe que tout le monde devait participer à nos interventions, à moins qu'il y ait une contre-indication médicale. Et c'est la raison pour laquelle on change notre approche. C'est vrai qu'on peut se dire que non, tout le monde n'a pas nécessairement envie de suivre notre programme, et ça nous rend humbles. Et il faut faire preuve d'humilité dans tous les cas pour se dire que oui, moi je suis convaincue que c'est la meilleure intervention qui existe, mais que pour autant tout le monde ne va pas être du même avis. Donc en fait, on va cibler les gens qui sont ouverts à la question. Alors peut-être que c'est l'aune de la médecine de précision, mais également de la médecine de précision pour la santé publique et pour les stratégies de santé publique.
Avons-nous une autre question? Alors moi, je reviens sur les répercussions des troubles du sommeil parce que ceci vient exacerber encore une fois le syndrome métabolique et des troubles du comportement alimentaire. Et notamment la polyphagie. Un grand merci, Madame, pour votre présentation. J'aimerais vous poser une question sur les habitudes automatiques et les habitudes faites en pleine conscience. C'est ce que l'on fait, par exemple, lorsque l'on fait du yoga. On invite les individus à faire les mouvements en pleine conscience. Alors, vous avez indiqué qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas très concluants en matière de pleine conscience. Ça ne m'étonne pas, car il faut suivre un entraînement pour pouvoir faire les choses en pleine conscience. Lorsque vous méditez, vous apprenez à observer votre pensée, vous apprenez à observer les réactions dans votre corps et vous apprenez à suivre les réactions et les pensées qui ont précédé les réactions et dans ce cas précis, ce qui vous a poussé à manger un peu trop ou à manger ce plat, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez, à un moment donné, former les participants à la pleine conscience, à la méditation, à l'observation de la pensée? Car je pense que ça viendrait améliorer les résultats que vous enregistrerez à ce niveau de l'intervention. Car la pleine conscience, encore une fois, c'est très difficile à atteindre, notamment lorsque l'on parle de ces éléments déclencheurs. Il faut pouvoir les identifier et s'empêcher d'agir sur la base de ces éléments déclencheurs. Parce que c'est ça qui va nous pousser, à un moment donné, à manger trop ou à manger ce qu'on ne devrait pas manger. Donc la question est sur la formation. Vous avez parfaitement décrit ce que l'on aurait dû faire, notamment lorsque l'on parle de ces types de comportements et d'habitudes. Et on ne l'a pas fait. Mais ça, c'est inscrit aujourd'hui dans des pratiques peut-être plus intenses. Ce sera peut-être la prochaine étape, notamment pour avoir des répercussions positives dans ce contexte. Peut-être que oui, on pourrait se tourner vers le yoga avec une approche peut-être un peu plus ancrée, plus réfléchie, oui. En tout cas, j'aime beaucoup votre description. Nouvelle question. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais voulu en savoir davantage sur les résultats hors intervention. Dans mon pays, en Israël, nous avons du mal à identifier correctement ces individus qui ne participent pas à l'intervention. Donc, on parle de groupe contrôle ici. Alors, je répète, juste pour être sûr d'avoir bien compris, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ne participent pas à l'intervention? Non, on parle du groupe contrôle. Mais vous savez, c'est la raison pour laquelle nous avons un site un essai multisite, car nous souhaitons améliorer la qualité des preuves et cette qualité nous permettra de mettre sur pied de véritables projets de déploiement. Donc, je ne sais pas, moi, admettons que vous allez voir votre médecin, vous lui dites que vous avez un syndrome métabolique, vous lui dites que vous souhaitez changer de mode de vie, et bien cette personne va vous proposer cet éventuel programme ELM. Malheureusement, vous n'avez pas forcément des centres disponibles partout partout dans le monde ou particulièrement là où vous vous trouvez. Pour le cas des États-Unis, c'est un peu particulier. Vos médecins doivent vous faire une ordonnance pour vous rendre dans ces centres. Admettons que vous ayez un problème pour respirer, c'est votre généraliste qui va vous faire une ordonnance pour aller voir un cardiologue, par exemple. Et ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que il faut faire en sorte que le programme NPI soit davantage disponible, faire en sorte que les praticiens le connaissent pour pouvoir faire des ordonnances à leurs patients. Ça n'existe pas aujourd'hui. Mais pour que ce soit le cas, il faut qu'il y ait un meilleur contexte médical, il faut que les termes que l'on utilise soient clairs
pour tout un chacun. Maintenant, c'est important de garder à l'esprit que nous sommes dans la phase 3 de notre programme et lorsque vous le comparez à n'importe quel type d'autres médicaments, on se rend véritablement compte de l'efficacité d'un médicament, c'est pendant les essais cliniques de phase 3. Donc maintenant, nous, dans notre contexte et avec notre situation, on va insister sur la bonne terminologie, une bonne terminologie médicale pour faire en sorte que l'on montre bien l'efficacité de notre programme. Ça rejoint ce que disaient nos collègues avec le modèle NPI. Nous avons des recommandations pour des études cliniques, entre autres, notamment pour pouvoir définir ce que sont les groupes contrôle, pour pouvoir respecter également les règles internationales. C'est très important de pouvoir faire ça. Et il y a des études également de mise en œuvre. Bien sûr, ce n'est pas une seule recherche à un moment donné. Il s'agit ici d'une chaîne sur le long cours. C'est ce que l'on a vu, par exemple, avec les médicaments qui ont été, par exemple, créés il y a 60 ans. Il y a une chaîne de recherche qui continue de fournir de nouvelles interventions non médicamenteuses et ça peut vraiment changer la donne. Parce qu'en fait, les INM sont au début d'un changement de comportement. Ce n'est peut-être pas forcément quelque chose que l'on va avoir sur le long cours. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On ne va pas pouvoir payer ça pour tout le monde, pour toute la vie. Ce n'est qu'un élément déclencheur. Voilà, très bien. On a peut-être une autre question dans la salle? Alors, qu'en est-il de la phase 4 en termes d'efficacité en vie réelle? C'était un commentaire, n'est-ce pas? C'est un commentaire, non pas une question. Autre question, je vous remercie beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir quelle sera votre prochaine recherche. Est-ce que vous allez faire le suivi de celle-ci ou est-ce que ce sera quelque chose de complètement différent? Alors, il doit y avoir encore des résultats publiés d'ici quelques mois. Comme je vous le disais jusqu'à présent, les données sont concluantes. Pour le moment, on a l'impression que les rémissions sont durables. Pour autant, comme je vous le disais, il faut analyser encore les données. Pour atteindre cette durabilité, si cette durabilité, n'est pas assurée, nous devrons recommencer. Et si on y arrive, ce sera une mise en œuvre dans un contexte de fourniture de soins. Et c'est ce que je disais d'ailleurs à la fin de la présentation. Nous avons parlé, échangé avec 2 institutions de santé et sur la base de nos éventuels résultats, si les résultats sont concluants, est-ce que vous souhaitez travailler avec nous? Et les institutions ont été impressionnés par les éventuels résultats, mais ils attendent tout de même que les données soient concluantes et sûres à 100%. Après, il faut le reconnaître, l'échec, c'est une partie intégrante de nos tests. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on recommence, car à terme, on pourra toujours optimiser ce que l'on fait et on reprendra du début, ce n'est pas grave. Alors, c'est vrai que c'est dur et un peu frustrant pour les jeunes chercheurs lorsque ça ne fonctionne pas. Ils ont l'impression que la seule option, c'est de partir sur une autre voie et de faire quelque chose de complètement différent. En effet, j'insiste, l'échec, c'est une partie intégrante de nos expérimentations. Ce n'est qu'en échouant qu'on arrive à atteindre le succès. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut reprendre du début. Et c'est ce que l'on dit, nous, à nos jeunes chercheurs. C'est ce que l'on essaie de leur faire comprendre. Commencez avec le modèle Orbit, commencez par de toutes petites choses. Et lorsque vous regardez certains modèles, on voit que les flèches, parfois, font à droite, font à gauche, vont dans tous les sens. Alors oui, vous pouvez peut-être aller de l'avant, mais si l'étude que vous avez menée n'a pas fourni les éléments concluants que vous attendiez, eh bien, la flèche vous dit que vous pouvez faire un pas en arrière. Encore une fois, l'échec, c'est le point de départ de tout succès.
Eh bien, c'est une conclusion parfaite pour ces sessions. Un grand merci pour votre participation. Merci d'avoir été là aujourd'hui.